Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur, et ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 163. Cette semaine, nous allons écouter une interview toute douce et pleine de tendresse. Nous avons la chance d'accueillir Véronique Lefebvre-Desnouettes, un parcours d'une immense richesse. Vous allez l'écouter, où son rôle de médecin, ses talents de psychiatre gériatre et d'auteur vont vous emmener toujours au cœur de la relation et auprès de ceux qui en ont besoin et qui ont besoin de soutien. Entre les seniors isolés, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les aidants, chacun trouve auprès des actions de Véronique une lumière de joie. Vous nous partagez combien une vie sans contact, sans douceur et sans caresse est affreuse et difficile. Que dans le monde du soin, on confond trop souvent l'efficacité avec une froideur impersonnelle. C'est bien ce que nous défendons notre jeu 2 minutes de bonheur. Et pourtant, et ça vous l'expliquez très bien dans le livre que nous vous proposons d'aller tous lire, qui s'appelle La force de la caresse et qui vient de paraître aux éditions du Rocher, vous nous expliquez qu'une main qui se pose sur un bras peut apaiser bien des chagrins et des douleurs et des souffrances. Mais en fait, d'où vient le pouvoir de ce geste ancestral, de cette caresse? Que pensent les philosophes du rôle du toucher dans notre rapport à l'autre? Que disent les scientifiques de son effet sur notre santé physique et mentale? Ça a été un des points d'appui de la création de mes jeux. Comment garder sa place à la tendresse dans l'accompagnement des plus fragiles vers une empathie pleine de respect? Et avec vous, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, vous qui travaillez auprès des personnes âgées, nous allons explorer tout ça. Alors, bienvenue Véronique. Merci à vous, merci de votre accueil. Allez, je change de regard. Alors, Véronique, nous allons démarrer avec notre première question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre quotidien? Toutes les petites joies qui surgissent, c'est-à-dire un coquelicot entre le macadam immonde du métro. Ça peut être une jolie musique, tout d'un coup, un sourire d'un enfant ou une main noueuse d'une personne âgée qui va se dénouer à mon contact et à la caresse. Donc effectivement, j'imagine que dans votre pratique, tous ces petits moments de toucher que vous pouvez avoir avec des personnes qui sont isolées ou des personnes âgées viennent combler en fait et sont des petits moments heureux pour vous. Oui, ce sont des jaillissements de joie. Le bonheur est plus long, je dirais, en bouche, alors que la joie, ce sont des petites bulles de bonheur, comme vous le dites, hein, des bulles de joie. Et j'en fais des bouquets de joie à la fin de la journée, parce que chaque rencontre est quelque chose d'éminemment personnel, singulier, qui ouvre à la vie. Et lorsqu'il s'agit de personnes très âgées, polyhandicapées, polypathologiques, ont des troubles cognitifs, qui ne savent pas où elles sont, cet outil qu'est la main et une main caressante, cette tendresse va les raccrocher au monde et au monde des vivants. Je lisais récemment combien le toucher est le premier sens que l'on acquiert, Oui. Celui que le bébé acquiert dans le ventre de sa mère, et c'est le dernier sens qu'on perd. Donc c'est celui avec lequel on a besoin d'être accompagné toute sa vie. Et puis on sait combien aussi avec un nourrisson, combien la caresse est importante. Combien cette caresse, elle va aussi envelopper l'enfant. La caresse, ça va développer la carte du tendre de l'enfant. Oui, alors l'enfant, c'est naturel. On va vers l'enfant, on va le caresser dès qu'il sort du ventre de la maman. Il reçoit des tonnes de caresses, des bisous, de la tendresse. Mais après, en grandissant, ça devient beaucoup plus compliqué. Et lorsqu'on devient malade, eh bien plus personne ne vous regarde, plus personne ne vous caresse. Et ça, il faut pouvoir le proposer dans les soins aux personnes vulnérabilisées par une maladie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit du corps. Un cancer du sein, c'est très compliqué pour les jeunes femmes qui finalement se disent, eh ben, mon mari va me quitter parce que je ne suis plus aussi féminine qu'avant, parce que personne ne me regarde plus, puisque on voit non pas une femme, mais une femme malade, avec la place. Malade ou mutilée. Oui, exactement. Tout à fait. Et alors, du coup, concrètement, quand vous rencontrez ces personnes vous parlez de ces mains noueuses qui vont se dénouer à votre contact, vous rentrez dans leur chambre d'hôpital, j'imagine, et puis comment ça se passe? Alors, on m'appelle souvent pour des dépressions majeures, des idées suicidaires ou des troubles du comportement productif, c'est-à-dire des délires, des hallucinations. Donc, il faut que je puisse atteindre ces personnes, les regarder dans les yeux
m'approcher d'elles, leur toucher l'avant-bras, m'accroupir, être en dessous d'elles, pas être au-dessus d'elles dans une position dominante qui leur ferait peur. Et tout de suite, le regard s'accroche. Alors, je leur demande, je peux m'asseoir à côté de vous? On m'a dit que vous n'alliez pas bien. On m'a dit que vous n'avez pas le moral. Ou je vois que là, vous voyez peut-être des choses que moi, je ne vois pas. C'est-à-dire des hallucinations. J'ose employer les mots et elles comprennent très, très bien dès lors qu'il y a ce contact humain. Alors, quand une personne ne m'entend pas, parce qu'elles ont souvent des troubles sensoriels, elles entendent moins bien, elles voient moins bien, eh bien, je m'approche et puis je fais une caresse sur la joue. Bonjour, je suis le Dr Lefebvre-Desnouettes, je viens vous voir. Ah, enfin, quelqu'un qui va m'écouter. C'est souvent ce que j'entends comme réflexion et ce qui est extrêmement touchant parce qu'on a l'impression que le temps est suspendu à l'hôpital et que les troubles du comportement ou les appels à l'aide dépressifs ou suicidaires sont dans cet appel au secours. Est-ce que je suis encore en vie? Est-ce que je suis mort? Qu'est-ce que je vis là en ce moment à l'hôpital dans un lieu que je ne reconnais pas comme étant le mien, avec des gens qui ne me reconnaissent pas comme étant un être humain qui s'adresse à un bout de moi-même qui est malade. Mmh. Je suis très, très touchée quand vous me dites, combien le fait de rentrer dans une chambre d'hôpital, de simplement parler avec une voix douce, poser une simple caresse, on pourrait dire ça, sur les combien est-ce que les personnes puissent vous répondre: «Enfin quelqu'un va m'écouter». Ah Donc oui, c'est moi aussi, c'est ça, même mes petites joies de tous les jours. mmh, Chaque rencontre est une merveille. Chaque rencontre est une rencontre vers un univers que je ne connais pas. Jamais je suis allée dans mon hôpital à reculons. Jamais. Et pourtant, j'ai les patients les plus difficiles pour les personnels, puisqu'ils sont des malades qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles psychiatriques, hein, qui fait peur. Moi, je n'ai pas peur et donc, je viens en terrain conquis, parce que je pars de cette présomption de compétences, qu'ils font partie des vivants, qu'ils ont une histoire à me raconter. Et souvent, ils ont des très belles histoires ou des histoires très douloureuses à raconter, à confier. Et puis bien personne, bien sûr, c'est quelque chose que nous on a vu, à l'utilisation des cartes justement de 2 minutes ensemble. voilà. C'est exactement la même chose et c'est ce qu'on entend de personnes qui viennent nous dire: «Mais mais merci, j'ai raconté des choses que je pensais que je ne raconterais plus jamais. Ah, Hem, j'ai été écoutée, je suis vivant», en fait. oui, c'est ça, je suis bien. Alors ça, c'est un bonheur inouï, hein, de Bah, déclencher ce renouveau de vie chez des gens qui ne demandent qu'à mourir, parce que si je les écoutais, eh bien, je vous en supplie, abréger mes souffrances. On sait soigner les douleurs et les souffrances, mais il faut proposer autre chose qu'un médicament. Il faut proposer un être à l'autre, cette vigilance éthique, cette caresse empathique. Si on se contente de postures, de protocoles, de respect, hein, on respecte dans le respect, c'est très bien, c'est normal qu'on respecte la personne âgée malade. Mais il y a une distance. Et parfois, la douleur et la souffrance, elle est ontologique, c'est-à-dire qu'elle est liée au fait d'être un être humain qui n'est plus reconnu dans sa dignité d'être humain. Et donc, leur proposer cette caresse empathique, c'est les relier au monde d'aujourd'hui. c'est extraordinaire et derrière vous, vous arrivez à former des personnes, à fédérer du monde qui viennent utiliser votre pratique, dans le quotidien de toutes ces personnes. J'ai envie de dire, mais toutes les personnes âgées du monde entier devraient avoir cette chance-là. Oui, alors c'est vraiment merci à vous de m'interviewer parce que c'est une possibilité de diffuser des messages aussi simples. On peut me dire mais c'est futile, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous racontes? Est-ce que tu vas quantifier le bonheur que tu donnes à ces gens? Non, je suis dans le qualitatif, pas dans le quantitatif. Encore qu'il y a des études très scientifiques qui ont montré l'intérêt de la caresse. Votre cerveau va être inondé de l'hormone d'attachement, l'ocytocine, de l'hormone du plaisir, la dopamine, votre tension artérielle va diminuer, votre pouls va se ralentir et votre stress va être complètement apaisé avec ce petit geste ancestral gratuit. Ça, c'est pas moi qui vais creuser le trou de la sécurité sociale, c'est ce petit geste qui donne à l'autre, parce que quand je vois un malade, je me prescris en même temps. J'y vais pas avec toute une boîte à outils compliquée à mettre en œuvre. J'y vais avec ce que je suis et c'est pas difficile de transmettre aux jeunes. Alors les jeunes externes, mais comment t'as fait? Je me suis présentée, regarde, viens avec moi, regarde comment j'ai fait. Et on enseigne ça avec les jeunes externes par la médecine narrative, où on leur apprend à écouter leurs malades, à raconter eux. Vous savez que l'écriture, la lecture
ouvre à l'empathie, ouvre à cette capacité de ressentir ou d'imaginer la douleur de l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce que vous faites à travers vos jeux, à travers vos bulles de bonheur, ça ouvre à l'univers de l'autre. Et dans le soin, si on n'est pas ouvert à l'univers de l'autre, mais alors où va-t-on? En complétant les études dont vous parliez là sur les bienfaits de la caresse, j'aime beaucoup dire souvent que 20 secondes suffisent pour libérer cette ocytocine et la dopamine. 20 secondes. Tous les jours, on devrait, même nous, adultes bien portants, je pense qu'il y a certaines personnes même qui nous écoutent, qui n'ont pas ou qui ne prennent pas le temps de ces 20 secondes de corps à corps avec quelqu'un, un simple hug de 20 secondes. Il y a cette demande parce que avant la Covid, on a vu des jeunes avec des pancartes offrant le hug, la câlinothérapie, les bisous. Ce besoin, il y a une journée internationale du câlin. On a besoin de se sentir vivant. L'être humain a besoin d'un autre être humain et pas d'un robot, pas d'une seringue, pas d'un médicament. Dans cette interface qui est une interface qui est thérapeutique. Et dans le quotidien, même s'offrir à soi-même une petite caresse, se caresser les mains, se dire une caresse empathique vis-à-vis de soi-même. Finalement, t'es pas si mal. Allez, on va sortir ou caresser un joli tissu, un foulard. On peut être ému par toutes sortes de touchés. Et si on a des mains un peu engourdies par le vieillissement, par l'arthrose, eh bien, il faut au contraire les masser, s'offrir une petite crème de main, se faire plaisir, partir d'un petit peu de générosité vis-à-vis de soi-même. Notre deuxième question, Véronique. Racontez-nous une valeur humaine qui vous rend heureuse. La générosité, je trouve que c'est la plus belle des valeurs humaines. Celle qui donne sans attendre de retour. Celle qui se dit, voilà, j'y vais. Et je calcule pas à quel moment, comment, etc. Je donne. Et on reçoit tellement quand on donne un tout petit peu. Absolument. Parce que être trop souvent dans l'attente, ça reste une source de déception. Parce absolument. Que l'autre voire de rancune, voire de, bien sûr. Et on rassassine, et on s'est dit j'aurais dû, c'est trop tard. Voilà. Et si on y va, finalement, on gagne. Il y a tout à gagner. Moi, j'ai jamais eu de refus de mes patients, hein. Alors que j'ai un nom compliqué à dire, que je suis psychiatre, que je vais aller voir parce qu'elles vont pas bien et que tout le monde a dit oui, il est là-bas le fou, hein, ou elle est là-bas, allez-y, hein. Eh bien, tout se passe à chaque fois bien. Je ne suis pas traumatisée. La maladie d'Alzheimer n'est pas contagieuse. La détresse psychique non plus. Et vous voyez que, au contraire, je souhaite que les jeunes médecins aient envie de faire le même travail que je fais. Est-ce que dans vos accompagnements, vous accompagnez aussi des personnes qui sont en fin de vie? Ah oui, quotidiennement. Il y a mon hôpital, il y a à peu près 1000 places de malades très âgés, toutes polypathologiques. Elles ont 6 pathologies, c'est-à-dire des cancers, hypertension artérielle, maladie vasculaire, diabète, insulinodépendant, en plus de leurs troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer. Donc, sur les 1000, il y en a 800 qui ont des troubles cognitifs, une grande majorité. Et il y a 450 décès par an. Donc, je n'ai que 4 lits de soins palliatifs. Vous voyez que c'est vraiment tout à fait modeste. Et nous avons une équipe mobile de soins palliatifs avec un médecin formé à la prise en charge de la douleur, une psychologue et une infirmière en pratique avancée qui propose l'aromathérapie, qui propose des massages, qui propose des soins de bouche. C'est très important, hein, les soins de bouche au moment du décès, parce qu'il y a souvent une respiration qui fait qu'on se dessèche. Tout ce confort du malade est apporté. Et moi, j'accompagne bien entendu mes malades, les familles, les équipes auprès de ces fins de vie, parfois difficiles, mais parfois très belles. Et au-delà du décès, on propose aux familles de revenir nous voir si elles n'ont pas bien compris de quoi était décédé, qu'est-ce qui s'était passé. Et les psychologues les reçoivent très fréquemment à leur demande. Je trouve que c'est tellement important d'avoir cet accompagnement de fin de vie, de permettre à chacun d'avancer sur ce chemin, que ce soit la personne qui nous quitte, comme des personnes qui sont là, des familles qui sont autour, que chacun puisse avancer avec sérénité en fait vers ce passage. Et on a peur de mourir dans l'atroce souffrance. Bien sûr, ça c'est des peurs de bien importantes. Mais quand on est à la fin de sa vie
et qu'on est sûr qu'on va être bien entouré, qu'on est sûr qu'on va être entendu sur les douleurs réfractaires, qu'elles vont être soignées. Je vais m'occuper des souffrances psychiques, la psychologue aussi, qu'on va être confortable, que la famille va être accueillie auprès du mourant, mais c'est quelque chose qui est humain et qui est extrêmement riche, fort, quelle que soit d'ailleurs la culture ou le culte des personnes qui s'en vont, hein, bien sûr. Absolument. Absolument. Et puis je trouve que vient se jouer là aussi, lorsque ces passages se font de manière apaisée, pour ceux qui restent, le deuil est favorisé. Enfin, en tous les cas, le deuil est aidé, il est accompagné. Oui. Votre hôpital, vous êtes dans quel hôpital déjà? À l'hôpital Émile Roux à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. C'est un très grand hôpital de gériatrie de l'assistance publique au Hôpitaux de Paris. D'accord. 4 lits de soins palliatifs, c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez pouvoir élargir un petit peu? Oui. Une unité de soins palliatifs digne de ce nom comporte au moins 12 lits. Il faudrait au moins 12 lits. Alors, on a des lits disséminés dans l'hôpital, on n'a pas d'unité. Vous voyez, on appelle ça des LISP, mais c'est pas absolument pas suffisant, hein. Il faut absolument développer les soins palliatifs. Alors, ce que font mes collègues depuis une vingtaine d'années, elles obligent, c'est une formation continue de tous les professionnels aux soins palliatifs. Donc, il y a 3 jours de formation et tout le monde, il y a une espèce de culture du soin palliatif. Alors, le soin palliatif, c'est quand on ne peut plus guérir la personne, hein. C'est pas forcément les soins de fin de vie. Hein, ce sont des soins de confort. Parfois, on est obligé d'apaiser, de mettre, d'anesthésier même de façon générale pendant 1 heure, 2 heures pour un soin un peu douloureux. Et puis on va réveiller, puis on va accompagner. Parfois, les gens préfèrent décéder chez eux. À ce moment-là, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, prend le relais. Mais parfois, ils demandent à rentrer chez eux, ils rentrent chez eux, puis on a un coup de téléphone à la famille. Ah non, finalement, je ne supporterai pas que mon mari meure dans le lit où nous avons eu toute notre vie ensemble. Je ne saurais pas quoi faire avec les soins des pompes funèbres, etc. Reprenez-le, je vous en supplie. Donc, vous voyez que on change, c'est normal. L'être humain est changeant. Il faut l'accepter. On est dans cet accompagnement de petits pas au quotidien, nuitamment aussi, puisqu'il y a évidemment une continuité des soins. Et d'ailleurs, je voudrais lever un tabou, on ne meurt pas que la nuit, pas du tout, ni que les nuits de pleine lune, non, pas du tout. Et parfois, les familles sont là, on fait un chemin énorme pour venir voir les leurs, etc. Et ils vont remettre une pièce dans le parking et le mourant va mourir à ce moment-là, alors qu'il n'attendait que d'être là jusqu'au dernier moment. Vous voyez, la vie et la mort sont liées et sont extrêmement ondoyantes, extrêmement changeantes en fonction des individus. Mais il y a une constante, c'est qu'il faut rassurer. On sait soigner en France, on sait accompagner, mais alors il y a une grande inégalité sur le territoire français, et ça, c'est pas tolérable. Et c'est ça qui alimente les peurs de mal mourir, les peurs de mourir dans d'atroces souffrances. Et je pense que on sait, tous les médecins savent contrôler une douleur qui est parfois résistante, mais tout autre est le problème sociétal où on se voit pas vieillir, on veut pas vieillir avec handicap, on ne veut pas être en situation de handicap et on préfère maîtriser, être en autonomie pour maîtriser sa vie jusqu'à la mort, quitte à demander aux médecins d'activer la mort, ce qui n'est tout de même pas notre travail, c'est pourquoi nous sommes formés. Mais cette promesse que l'on fait de non-abandon doit rassurer les gens qui seront écoutés, qui seront suivis, qu'ils ne seront pas abandonnés, ni dans le traitement de leur souffrance psychique, ni dans le traitement de leur douleur. Une promesse de non-abandon. C'est Oui, important c'est un message fort. C'est un Oui. message très fort, une promesse Oui. de non-abandon. Et puis, c'est vrai que l'essence même du métier pour lequel que vous avez choisi est celui-ci. C'est Oui. le prendre soin. Oui, c'est un prendre soin, mais holistique. C'est-à-dire une prise en charge globale, ce que j'appelle le care. Le care, ça vient des féministes américaines, parce que bien souvent, je vais peut-être vous choquer, mais l'empathie est féminine et elle est genrée. Et donc, c'est les féministes américaines qui ont montré que une société de femmes se préoccupe beaucoup plus de l'autre, des enfants, des vieillards, de l'autre souffrant. Il y a une solidarité entre les femmes
qu'on trouve moins chez les hommes, où ils sont beaucoup plus dans une rivalité, où ils ne voient pas la dépendance, où ils ne voient pas le problème, où ils sont plus facilement dans un déni que dans cet accompagnement. Moi, je ne suis pas neurologue, je suis psychiatre. Vous voyez, les neurologues tranchent. Ils ont un diagnostic, un traitement ou pas. Mais quand il n'y a pas de traitement, alors là, on abandonne le patient parce qu'il est plus intéressant, il nous résiste. Mais moi, je suis colocataire du cerveau. Et depuis toujours, je sais que j'accompagne, je sais que euh, même si je ne sais pas d'où vient précisément le trouble bipolaire, la dépression, l'autisme, eh bien, je sais accompagner, ou la maladie d'Alzheimer jusqu'au bout. Et ça, c'est une grande différence entre les organicistes et les médecins de famille, tout simplement, qui savent accompagner leurs patients jusqu'au bout. Passons à notre troisième question. Un événement qui vous a rendu particulièrement heureuse. Bien sûr, je vais dire la naissance de mes enfants, mais récemment, la naissance de mes petits-enfants, qui Ah, m'a inondée de bonheur. ah, c'est merveilleux, merveilleux. Si je puis me permettre, combien avez-vous de petits-enfants? 2 petits-enfants. Deux petits-enfants. Quelle merveille, quelle merveille. C'est cette transmission qui vous a particulièrement touché? Oui, oui, tout à fait. Et puis, de nouveau, cette responsabilité pour un tout petit. Est-ce que je vais savoir faire? Je me souviens, ma petite fille, quand elle est née, sa maman, qui est médecin, elle aussi, a dû partir, pour faire des conférences, etc. Je suis allée m'occuper d'elle, elle avait 3 semaines. Et j'ai fait toutes les pharmacies de la ville où elle habitait pour trouver une bonne tétine qu'elle accepte, parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait le sein de sa maman. Et j'ai fait comme Françoise Dolto, je l'ai mise contre mon sein, mais avec la tétine. Je dis, tu sais, mamie n'a pas de lait. Et je voyais, elle se bouchait le nez, bon, elle tétait, mais vraiment pour me faire plaisir. Mais c'était, je sais pas, c'était des moments extrêmement forts, très très forts. Des moments inoubliables qu'on oublie. Oui. Et notre quatrième question, Véronique, quel est votre secret pour être heureuse? Eh bien, m'émerveiller de toutes ces choses et toutes ces petites bulles de bonheur que la vie nous envoie. Il y a des journées où vous dites, c'est pas possible, une grève de métro, vous n'avez pas d'essence, on vous parle mal, on vous donne un coup de sac, ça va pas bien. Et puis, tout d'un coup, vous avez un sourire, vous avez une musique, vous avez un parfum, vous avez une belle rencontre, et immédiatement, eh bien, tous les jours, ça console. Ça console de ces tout petits riens qui sont des désagréments de la vie. Hein. La vie n'est pas long fleuve tranquille. C'est sûr, je ne suis pas le loup ravi de la crèche. Hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de difficultés, mais être ouverte à ces petites bulles de bonheur aide. Je me caresse moi-même. J'ai besoin de me détendre les neurones là, après ma journée de travail où j'ai rencontré la folie, la mort, les appels au secours, l'agressivité. Tout à l'heure, il y avait une visite qui s'était coincée dans mon hôpital, le bras dans un ascenseur de l'hôpital, qui avait filmé la scène, qui hurlait. Personne voulait s'occuper d'elle parce que les médecins disaient, ah non, on n'est pas dans le protocole. Le protocole, faut appeler la sécurité. Nous, on n'est pas de garde. Mais elle veut quoi, cette dame? Vous voulez quoi, madame? Eh bien, savoir si j'ai une fracture. Et venez dans mon bureau, je l'ai examinée, quand je suis psychiatre, je lui ai prescrit sa radio, il est allé se faire sa radio, et ça l'a apaisé. La moindre chose, c'est d'avoir un peu de discernement, de lui dire, mais madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et mes collègues étaient dans la procédure. Non, non, je suis pas de garde, je suis pas de truc. Allez interroger le besoin de la personne, finalement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, madame? De quoi avez-vous besoin? Et je sais pas, moi, la détresse humaine ne me laisse pas indifférente, j'y vais tout le temps. Quitte à me mettre en danger, mais j'y vais. J'entends une jeune fille qui hurle dans ma rue, je sors et je vais voir ce qui se passe. Je ne peux pas faire comme si c'est ce concernement-là qui me rend vivante et qui me donne la joie de vivre encore aujourd'hui. Mais dites-moi, j'entendais tout à l'heure que vous aviez 1000 lits dans votre hôpital. Vous arrivez à caresser 1000 mains dans une journée? Bien sûr que non. C'est pour ça que, alors ils sont tous dans mon cœur, hein, bien sûr, mais c'est pour ça que je forme les soignants. Je fais ce qu'on appelle la psychiatrie liaison. Donc, je vois les personnes qui m'ont menacé de se suicider, qui sont agressives avec le personnel. Donc, je vais au lit du malade. Mais heureusement, j'ai 12 psychologues qui travaillent avec moi
et qui me font remonter les difficultés les plus importantes. Parce que je ne pourrais pas, sans ce maillage, me disperser. L'hôpital est très grand, aller partout. Et donc, je forme les aides-soignantes, les infirmières, les jeunes médecins. Et puis, grâce aux psychologues, on fait un team formidable. Ben, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et hop, je me lance. Dites-nous, Véronique, quels sont vos 3 synonymes de bonheur? Douceur, tendresse et sourire. Alors, ils sont différents, mais ils sont d'un côté, je vois la vie, moi j'ai beaucoup de chance, je vois la vie en forme. Donc, je vois de la rondeur dans le mot bonheur. Et le mot, j'ai une syncinésie d'expression, c'est-à-dire que je vois des couleurs. Quand vous me parlez, je vois tous les mots en couleurs. Et donc, pour moi, le bonheur, c'est jaune comme le soleil. Le haut est jaune. Donc, ça ressemble à quelque chose de rond, d'ensoleillement, de douceur et de tendresse. Mmh. C'est d'ailleurs dans un de nos jeux, c'est une de nos cartes, pour vous, quelle est la couleur du bonheur? Et Ah, voilà. effectivement, c'est très amusant parce que il y a quelque temps, je l'ai posé, on démarre nos réunions d'équipe toujours avec une petite carte et du coup, c'est extrêmement amusant de voir combien est-ce que le bonheur est protéiforme et puis de multicolore aussi. Entre ceux qui nous ont dit, jaune et bien sûr c'est sorti, mais il y a aussi le vert. Il y a eu certains que c'était la couleur de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il est changeant en fonction des situations. Il y en a qui vont dire c'est le rouge parce que c'est chaud et du coup, c'est merveilleux de voir, combien chacun, s'approprie le bonheur, en fait, et toutes ces petites bulles de bonheur dont vous parliez, elles ont chacun une connotation, une forme qui peut être différente, une couleur différente, et puis s'exprimer de manière différente. En tous les cas, c'est clair que chez vous, ça s'exprime autour du toucher et que là, vous y puisez des ressources qui vous comblent quelque part dans tout ce que vous nous Ah oui, partagez. oui. Maintenant, notre dernière question, Véronique. En 2 minutes, qu'auriez-vous envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? La première des choses, il faut pas trop se poser de questions. Faut pas faire des équations. Faut pas se dire, allons, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. C'est l'étonnement de la vie. Se dire, il y aura toujours une belle rencontre dans ma journée, il y aura toujours, alors la belle rencontre peut être avec un être humain, avec un animal de compagnie ou un oiseau, ou le chant d'un oiseau incongru, par exemple les perruches au bois de Vincennes, tout d'un coup vous avez plein de petites perruches qui viennent, je m'attendais pas du tout à les voir, bleues, jaunes, ça peut être aussi une odeur qui va vous émerveiller, qui va vous caresser les naseaux, ça peut être de la bonne cuisine, un goût. Donc, se faire plaisir, commencer par être généreux avec soi-même, se dire, je vais avoir des antennes ouvertes vers ce qui pourrait m'apporter un petit peu de joie et de bonheur. Il y a des gens qui passent sans voir ce petit coquelicot entre les pavés et les joints de mon hôpital. Mais moi, il est signifiant pour moi. Il me parle, il me dit, mais allez, tu continues, vas-y. Et il n'y a pas plus beau que ce petit coquelicot qui est rouge, qui est très fragile, mais qui danse la vie encore. Il peut y avoir aussi des gens qui adorent la pluie, une petite, ça me rappelle la Bretagne, dans mon hôpital, il y a un coin qui est très, très joli avec des sapins. Et on s'attend pas à ça. Il y a un parc millénaire avec des essences d'arbres différentes. Toutes les saisons ont quelque chose de beau à apporter. L'automne, à l'hiver, à ses couleurs, à ses odeurs, à ses impressions. Hein. J'aime beaucoup les peintres impressionnistes. Je suis extrêmement touchée par ces petites impressions et c'est ce que je vois avec mes malades. Mes malades, de loin, quand on les massifie, mes malades très âgés, ils font peur. On se dit la maladie d'Alzheimer, la vieillesse, la mort, c'est quelque chose à fuir. Mais quand je m'approche, vous voyez, c'est comme un tableau de monnaie. Quand vous vous approchez de trop près, vous voyez toutes les petites parties. Et puis ça prend sens après, quand vous êtes dans une vraie relation avec le tableau ou avec les malades. Alors bien sûr, je suis soignante, je suis médecin. Et pour les gens qui ne le sont pas, je suis sûre que avoir cette générosité du cœur, aller vers l'autre, eh bien, va vous rapporter plein de petites bulles de bonheur et c'est ça qu'il faut vous autoriser à faire. Il faut oser aller vers les autres, oser cette caresse au bon moment. Évidemment, il faut que les choses soient acceptées. Il faut que ce que vous proposez soit accepté par l'autre. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. C'est la question du consentement qui est extrêmement aiguë que je pose là. Mais
On voit bien si la personne est en capacité d'accepter ou pas. On voit bien. Moi, ça doit être marqué psychiatre là, parce que les gens dans la rue m'arrêtent toujours pour me demander quelque chose, me demander leur chemin, des choses tout à fait incongrues. Et parce que certainement, ils doivent sentir cette disponibilité-là. Certainement, certainement. Nos auditeurs n'ont pas la chance de vous voir, mais c'est évident que vous la transpirez par tous les pores. En fait, ce que vous nous proposez là, c'est une invitation à vivre le moment présent quelque part. Oui, carpe diem, tout à fait. Tout à fait, vivre le moment présent et ne pas se dire je vais pas y arriver, cette journée va être encore atroce, ne pas se mettre des objectifs trop importants. Ou regretter les actes qu'on a posés hier ou avant-hier. Exactement, à chaque jour suffit sa peine, c'est déjà très bien, mais à chaque jour ne suffit pas sa joie parce qu'il y en aura. On a une petite tradition à Bulle de Bonheur, c'est de terminer tous nos podcasts d'ailleurs, et de les terminer en fait par une citation qui nous inspire particulièrement. Alors j'ai fait quelques petites recherches et je me suis arrêtée sur une qui me touche particulièrement et qui est un peu ma chanson médicament que vous connaissez certainement, qui est la chanson sur la tendresse de Bourvil. Et en fait, je vais vous en citer un des derniers paragraphes que je trouve qui me parle beaucoup et qui dit: dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Magnifique. Ça, je conseille à tous nos auditeurs d'aller écouter cette chanson de Bourvil. Il la chante avec, c'est tellement charmant, un petit côté désuet aujourd'hui, mais qui donne en fait en tous les cas pour moi, quand je l'écoute, ça me donne ce dont vous parliez, ça remplit d'une espèce d'envie de don en fait que je trouve magnifique. Merci beaucoup, j'adore Bourvil et Le Petit Bal Perdu. C'est aussi une chanson avec sa petite voix qui paye pas de mine, mais qui apporte tellement. La caresse ne paye pas de mine, mais elle rapporte tellement. Exactement, exactement. Donc, écoutez, en tous les cas, tous nos auditeurs, je vous réinvite à aller lire le livre de Véronique Lefebvre-Desnoëttes, qui s'appelle La force de la caresse. Nous avons abordé cette thématique-là aujourd'hui et vraiment, en tous les cas, en ce qui me concerne, pour ma plus grande joie, car c'est quelque chose pour lequel je suis profondément convaincue. Merci beaucoup, Véronique, de votre partage et de votre authenticité et votre simplicité avec laquelle vous nous avez partagé cette force et cette importance de la caresse. Merci, Raphaël, pour tout ce que vous faites et d'apporter tant de bulles de bonheur à vos auditeurs. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.